Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Spécial débat, 30 juin 1960, 30 juin 2017, 57 ans après. Où en sommes-nous aujourd'hui avec nous sur ce plateau? Nous avons à l'extrême gauche, on a M. Dédolé Bovessé qui est le vice-président du parti unique. À ma gauche, nous avons Dr Mamaï qui est le représentant du Congo Nabiso de M. Fodi Matungulu. Et ici, à ma droite, c'est M. Jean-Baptiste Bokoto, intellectuel congolais qui a écrit des livres Charlie au Congo. Best-seller. On a aussi Abbé Nabeto, Abbé Pini, lui aussi écrivain. Il a écrit des livres. Nous sommes avec eux. On va essayer de développer avec eux. Bonjour, Monsieur Dédolé Bovessé. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour, téléspectateurs. On est presque bientôt, ça serait le 57e anniversaire de notre pays à son accession à l'indépendance. Et nous allons essayer de développer toutes les péripéties d'avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais la question est posée pour tout le monde. Je commence par vous. 57 ans après, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Abbé a dit, nous sommes en Belgique. Où en sommes-nous? D'abord, nous avons acquis notre indépendance le 30 juin 1960. Et cette indépendance qui avait mal commencé par des révocations réciproques entre Lumumba et Joseph Kasavubu. Ainsi de suite, nous sommes passés par l'accession au pouvoir du maréchal Mobutu. Et puis, en 1997, l'AFDEL est arrivé. Et voilà, on est dans une situation de tentative de démocratie à partir de Sun City. Mais malheureusement, tout le processus est bloqué. On est dans une situation où les uns parlent de l'occupation et les autres qui parlent d'une démocratie mise à l'arrêt par la volonté d'une personne. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Bokoto. Où en sommes-nous? Vous savez, dans la vie d'une nation, moi je dis toujours qu'il y a des différentes étapes. C'est-à-dire qu'on commence toujours, soit avec une indépendance, on commence à un point zéro. Et puis, si les choses évoluent, on monte. C'est-à-dire qu'on progresse, il y a, on peut aller au niveau de l'état de progrès, quand il y a des indicateurs évoluent positivement. Et puis, bon, si les choses évoluent encore très bien, on arrive à un monde puissance, un peu comme les États comme la Corée du Sud, qui, à l'époque, en 1960, avait pratiquement les mêmes indicateurs économiques que nous. Alors, si les choses évoluent négativement, je fais une analyse très froide, hein, sans état d'âme. On voit la tendance en baisse. C'est-à-dire qu'on arrive à l'état d'urgence, et puis à l'état de danger, et puis à l'état d'inexistence. C'est-à-dire qu'il y a des États qui se sont éclatés, il y a des États qui n'existent plus. On peut parler de l'Empire ottoman, on peut parler même de la Somalie aujourd'hui, je ne sais pas si la Somalie existe comme État. Ben voilà. Alors, quand on fait une analyse de cette manière-là, on peut facilement voir l'état où nous en sommes pour le moment. Moi, je me dis aujourd'hui, nous sommes en mode danger. Aujourd'hui, nous sommes en mode danger, c'est-à-dire que tous les clignotants sont en rouge et en train de décliner, en train d'aller
rapidement vers l'état d'inexistence. Voilà comment moi je vois le problème. Docteur Mamé. Pasteur Bobo, merci beaucoup. Moi, je suis témoin de l'indépendance. On a bien fait d'avoir une émission aujourd'hui. Je peux vous dire que dans les années 60, l'indépendance, comme mon frère a dit, avait mal commencé. Il y avait une tentative de coup d'État de récupérer la situation en 65, c'est ce que Mobutu a fait. Mobutu a essayé de travailler correctement, surtout les 9 premières années, mais dans les années 74, c'est cette année où nous commençons à aller en enfer. C'est cette année où il y a la zaïanisation, c'est cette année où nous allons à la Coupe du Monde. Nous sommes battus par la Yougoslavie par un score fleuve. C'est cette année où beaucoup de sociétés qui étaient les fleurons de l'économie congolaise, notamment à Kinshasa, des sociétés comme la STK, comme l'OTCZ, commencent un peu à décliner. Et en 1976, vient la guerre de Muchacha, la guerre de Koulouzi. Donc, le pays s'engage dans une guerre, une grande rébellion, on investit beaucoup d'argent, et là, nous commençons à voir vraiment la faillite de l'État congolais. Moi, j'étais témoin, j'étais à l'université de Kinshasa, en 78, il n'y avait aucun transport à Kinshasa. Donc, n'eût été André Motors, qui est venu au secours du transport, du système de transport à Kinshasa, les gens commençaient à faire le pied. Pour atteindre le campus, ça devenait de l'enfer. Tu pouvais faire de la ville jusqu'au campus au moins 2 heures. Et tu es arrivé là-bas, chemise mouillée, syllabus abîmé. Et nous sommes là. En 82, c'est l'arrivée du pape Jean-Paul qui arrive à Kinshasa. Et nous pensons que les choses vont peut-être s'améliorer. Mais malheureusement, les choses s'empirent de plus en plus jusqu'à ce que M. Mobutu va demander à ce qu'on fasse un avis d'opinion, qu'on interroge un peu la population, et le système de sécurité a essayé de sillonner tous les pays et les réponses étaient tout à fait négatives pour Mobutu parce que son pouvoir devenait de plus en plus impopulaire. C'est comme ça qu'en 1990, qu'il va proclamer la fin du parti-État et nous allons commencer à bricoler un peu comment former les partis politiques jusqu'à ce que l'AFDEL va arriver en 97, soi-disant pour nous libérer. Et là, on a acclamé l'arrivée de l'AFDEL, mais quelques années après... Merci, docteur Moumé. Le plateau est ouvert. Si vous voulez rebondir sur un sujet ou compléter ou contredire, c'est ouvert. Monsieur l'abbé, 57 ans après, où en sommes-nous? L'Église, la politique, c'était comment avant 60? Aujourd'hui, c'est comment? Ça a évolué, on a régressé. On vous suit partout à travers le monde. Et si vous voulez aussi réagir par rapport à ce que les autres ont dit. Oui, bonjour tout le monde, bonjour les amis, partout où vous êtes, bonjour Pasteur Bobo en tout cas, et puis les amis aussi sur le plateau. 57 ans après, où en sommes-nous? D'abord, il faudrait savoir qu'on a eu l'indépendance, effectivement, en 1960. Ça veut dire qu'on n'était pas indépendant avant. Donc il y a eu une période où on n'a pas été indépendant, où on a été sous domination complètement étrangère. Donc c'est la période qui est allée de 1876 jusqu'en 1960. C'est la période de la colonisation. Donc l'indépendance est intervenue en 60 et après maintenant c'est la continuité normale du pays. Mais le problème qui se pose, dont on a parlé, nos amis ont parlé ici, c'est un problème de leadership politique dans notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adéquation entre la population et ceux qui les dirigent depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Avant 1960, disons avant l'arrivée des Européens, le pays était dirigé, il y avait des dirigeants, dans notre pays il y avait une adéquation entre la population et ses dirigeants, ce qu'on appelle les dirigeants traditionnels, nos ancêtres.
à partir de 87, à la fin de 76, quand les Belges prennent les pays, ils neutralisent le pouvoir ancestral, le pouvoir coutumier. Donc ils le réduisent presque à néant. Et en 60, ceux qui prennent le pouvoir, ce sont ceux qui les prennent des mains des Belges qui ont été formés par les Belges pour diriger le pays. Donc ce sont ceux-là qui l'ont dirigé jusqu'aujourd'hui contre le Congolais, en fait. Mais pourquoi, quand c'était après le Congo a vraiment régressé? Que s'est-il passé? On donne le Congo, on a notre Congo, mais c'est la pauvreté, c'est la désolation. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, M. Denis Bovesse? Est-ce qu'il ne fallait pas chasser les Belges? Le Mumba Kassabou, c'était l'erreur fatale. Je veux réclamer l'indépendance. Je ne pense pas que c'était une erreur, parce qu'en ce moment-là, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce processus de décolonisation, en Asie comme en Afrique. Et alors, cet esprit de liberté qui soufflait devait absolument aboutir à cette indépendance-là. Et pourquoi on est arrivé là? C'est parce que tout simplement qu'il y a cette défaillance de l'élite congolaise. Et c'est cette défaillance, comme l'a dit M. Labbé, il n'y a pas cette élite qui n'arrive pas à équilibrer, comment dirais-je, les aspirations du peuple par rapport aux besoins extérieurs. C'est ça ce qui fait qu'on se retrouve présentement dans une situation où, tout en ayant failli à leur mission, le pays se retrouve dans une situation de l'inexistence aujourd'hui. Il n'y a pas un État congolais. Tous les attributs qui devaient en principe former un État, tout a disparu. On se retrouve aujourd'hui dans l'insécurité totale, généralisée sur toute l'étendue de la République du Congo. Voilà. Donc, il faudrait aussi, il ne faut pas que nous disions que cette défaillance a commencé aujourd'hui. C'est une défaillance qui date depuis l'indépendance, parce que il faut tout simplement savoir que quand on s'est retrouvé à la table ronde, tous les membres effectifs et comme suppléants de l'époque à la table ronde, les niveaux de formation étaient trop bas. Il y a quelques îlots qui étaient beaucoup plus. Il y avait des prêtres qui avaient les niveaux supérieurs, et d'autres, il y avait des dactylographes, il y avait des gens qui avaient terminé l'école moyenne. Donc, la formation n'était pas... Je vois. Excuse-moi. Je pense que docteur, il faut partir de l'histoire. Quand Mobutu prend le pouvoir, le gouvernement est vraiment en place. Souvenez-vous qu'en 1967, nous devenons champions du monde, champions d'Afrique, dans le domaine du football. Nous n'avions pas un terrain de football. Mobutu a fait venir des joueurs qui évoluaient ici en Europe, qui sont venus nous secourir, et avec eux, nous avons gagné la Coupe d'Afrique. Alors, en 1974, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment l'arme fatale du Congo, qu'on appelle la zaïrianisation. Nous confisquons le secteur économique qui était entre les mains des étrangers, notamment des Belges et des Portugais, et on remet cette économie, ce système économique, entre les mains des aventuriers. Je me souviens très bien, vous prenez une société comme la Asda, qui fabriquait des VW, qui montait des VW chez nous. Du jour au lendemain, elle change de propriétaire. Alors évidemment, quelques années après, elle tombe en faillite. Vous prenez une société comme l'Air Zahir, par exemple. Elle change même de propriétaire. Et quelques années après, quand vous allez à la place Louise, vous allez voir les anciens bâtiments de l'Air Zahir. Mais quand vous passez là maintenant, vous avez des larmes aux yeux. Parce qu'en fait, à l'époque, nous avions un système, même une économie. Souvenez-vous de Zahir monnaie. Je crois qu'un Zahir valait à peu près entre 2 et 3 dollars. Et nous avions, sur le plan économique, un niveau qui était quand même assez acceptable.
Mais je prends toujours l'année 1974, c'est cette année-là où nous commençons à aller en enfer. Il y a la zaïdanisation. Et vous vous souvenez, il y a même la mort de la femme de Mobutu qui est morte en Suisse. Et cette année-là même, donc, le système de transport à Kinshasa commence à faillir jusqu'en 1976 où nous avons une faillite totale. Jean-Baptiste Bokoto. C'est vrai dans une certaine mesure, mais il faudrait quand même, vous savez, il est assez facile, hein, quand on fait ce genre d'analyse, de dire comme si il y a eu à une certaine époque, oui, c'est vrai qu'il y a eu une certaine tendance, d'un certain frémissement, si on peut dire un peu, sur le plan économique, vers les années 70, 72, 73. Mais moi, je prends les choses de manière globale. Le système que nous avions hérité en 1960 de la colonisation, c'est le même système qui est resté. C'est le même système sur le plan économique. On a négocié les fameux contentieux. Vous en savez ce qu'il en est sorti? Mais en fait, moi je me dis, dès l'entrée, les choses ont été mal négociées. Voilà, ont été mal négociées de deux côtés. De deux côtés. Les autres, oui, bon, ils en ont profité naturellement pour nous jeter de peau de banane. Et ben, voilà, c'était bonne guerre. Mais nous n'avons pas su comprendre tous ces différents pièges et nous les avons hérités. Et bien c'est ça qui nous a menés. Hein. Ces frémissements-là, de 70, 73, 73, c'est vrai, ça, il faut le reconnaître, il faut avoir le courage de le reconnaître. Mais dans un système qui était resté le même et qui continue jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on ne pouvait pas aller très loin. Oui, et par rapport à ça, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Baptiste ici à côté de moi. Encore qu'il faudra même ajouter ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'en 60, la préoccupation première d'un certain nombre, je crois même de la plupart des hommes politiques en 60, a été d'abord leurs propres enfants à eux, et non pas la République congolaise en général. Donc c'est bien que les ministres et les autres, pas seulement les ministres, mais même les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, c'était envoyer leurs enfants aux études en Europe, avec l'argent du Congo, bien entendu. Donc c'est un des problèmes. Je voudrais continuer. Alors, autre chose, c'est que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours deux sociétés séparées dans notre pays d'une façon générale. Hein? Nous-mêmes, nous avons construit Binza, nous avons construit ma campagne, nous avons construit... Mais tout ça, c'est de l'argent. C'est combien d'argent pour construire tout ça et la population? Merci beaucoup. Je vois, on avait que 30 minutes pour terminer. Je crois, on pourrait avoir une perspective d'avenir, l'avenir de notre pays, de la... Non, moi je voulais ajouter quelque chose pour terminer. Je pense que le système éducationnel congolais était très très compétent. Parce que quand vous voyez que dans les années 68, les étudiants pouvaient aller à l'université avec une bourse du gouvernement. C'est un système qui n'existait nulle part ailleurs. Nous étions nourris, nous avions 3 repas par jour. Nous avions une bourse chaque fin de mois. Donc ce système-là n'existait qu'au Congo. Et ça a commencé à défaillir, comme je vous dis, dans les années 75, quand on a commencé à supprimer la bourse des étudiants. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se détériorer. Donc, qu'on envoie les enfants ici en Europe, c'est leur droit. Mais sur le plan local, nous avions les moyens d'étudier. D'ailleurs, à notre époque, personne n'avait envie de venir ici en Europe. Personne. Parce que tout s'est passé au Congo. Merci beaucoup. Mais pour terminer, l'avenir, quelles sont les perspectives d'avenir? Non, pour les perspectives d'avenir, je pense qu'il faudra que le Congo se libère de l'occupation actuelle. Parce que nous avons fait une fausse route, on a acclamé l'AFDEL, alors que c'est en fait, nous avons acclamé un serpent. Hein? Ce serpent est venu, il nous a roulé, et aujourd'hui, on commence à voir un peu dans quelle direction ce serpent nous amène. Jean-Baptiste Bokoto, l'avenir.
Jean-Baptiste Abokoto, il est là. Oui, vous pensez toujours à moi, c'est une bonne chose. Mais moi, je crois qu'il faut changer pratiquement tout le logiciel. Moi, je me dis, il faut changer tout le logiciel. Le logiciel qui a été mis en place, qui a été hérité de 1960 et qui continue jusqu'à aujourd'hui, je n'entrerai pas dans le fond, même quand vous parlez de l'aspect éducationnel, tout ça. Ben oui, c'est vrai qu'il y a eu une certaine volonté à une certaine époque. Mais aujourd'hui, est-ce que ce système éducatif-là, ce système éducatif où on nous montre des versions de touristes, tout ça, où la priorité est donnée plus à la théorie, tout ça, qu'à des systèmes professionnels, est-ce que ces systèmes-là pouvaient conduire au développement? C'est juste qu'un aspect. Donc c'est pour vous dire que le système tel qu'il a été mis en place de manière globale, ce système-là n'a pas conduit au développement. Vous voyez les exemples. Il y a eu des pays comme la Corée du Sud qui avaient pratiquement les mêmes PIB que nous. Vous voyez la Corée aujourd'hui, vous le comparez par rapport à nous. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Le système qui a été mis en place, ça n'a pas fonctionné. Il faut créer, inventer. Nous sommes on se dit des intellectuels ici. Inventer, créer un autre système alternatif qui puisse en même conduire au développement. J'ai dit par rapport à ça, j'ai dit revenons au paradigme ancestraux. C'est-à-dire qu'il y a adéquation entre ceux qui dirigent et la population et le peuple. On peut parler des écoles, on peut parler des universités, mais nos villages, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a jamais fait pour les villages, qui est la grande partie, la grande majorité de la population congolaise? Qu'est-ce qui n'a jamais été fait? Où se trouve la part des villages, des villageois, comme ce qu'on appelle, dans le Congo, qui est leur pays. C'est le pays de leurs ancêtres, ce sont ceux qui se battent pour les pays. Moi, je dis comme ça, je dis, revenons à ces paradigmes-là ancestraux. On ne dirige pas les pays, on n'est pas dirigeant parce que pour sa propre famille et pour ses amis. Si on accède à des fonctions importantes, c'est pour diriger pour les pays entiers. Merci beaucoup. Pour terminer, nous sommes presque à la fin. On est à la fin. Pour terminer, c'est Bové ce qui va terminer. Effectivement, je crois que nous avons passé beaucoup de temps dans notre vie sociétale à copier l'Europe, l'Occident, et nous avons axé notre développement dans une vision européocentrique. Donc je crois qu'il est temps pour nous les Africains de chercher à inventer un système qui permettra à prendre en compte nos réalités et de façonner une nouvelle façon de gérer la collectivité. Donc, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est-à-dire dans les années 50, en 1953, je lis un rapport où le Congo, l'Afrique du Sud, le Canada et la Corée du Sud étaient au même niveau de développement. Donc, qu'est-ce qui fait que les autres ont avancé et que nous, on a reculé? C'est tout simplement parce que ils ont inventé un modèle. Comme la Corée du Sud a inventé un modèle de développement, comme les autres États, le Canada a avancé. Et nous avons continué. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'en 1960, lorsqu'il y a eu la table ronde politique, lorsqu'on a appelé la table ronde économique, il y a eu peu d'intérêt à cela. Donc il y a eu tout simplement des gens, des supplétifs qui sont allés tout le monde s'est occupé des campagnes électorales pour occuper des fonctions. Donc c'est ce qui fait que l'orientation qui a été donnée dans cette table ronde économique, c'était une orientation économique libérale où ils ont permis aux sociétés, ceux qui avaient la même mise sur les richesses congolaises, de continuer à transférer, avoir la liberté de transférer financièrement les richesses. Et petit à petit, évidemment, on est arrivé à la nationalisation avec Mobutu et tout ça, mais on a bénéficié quand même de 1968 jusqu'à 1974, nous avons bénéficié d'une haute conjoncture. Il y a eu un taux de croissance à des chiffres
effectivement, cela s'est manifesté, comme l'a dit le docteur, on avait 3 repas, tout le monde, dans sa vie quotidienne, avait 3 repas. On avait le système des ayants droit pour la santé. On allait se faire soigner sans qu'on vous demande de l'argent. Et tout était là, le bus scolaire. Il y a des gens qui quittaient Massina pour aller étudier à Gombe. Il y avait des bus scolaires. Donc, cette dégradation s'est faite parce que le Congolais n'a pas eu cette notion d'amortissement, tout simplement. Nous sommes égarés dans ce sens-là. On n'a pas eu la notion d'amortissement et nous avons continué à dépenser ce qu'on avait jusqu'à ce qu'on a dépensé plus que ce qu'on possédait lorsque le prix du cuivre a baissé sur le plan international. Vous voulez répondre? Oui, moi je voulais dire qu'en fait, nous avions de l'argent en fait au Congo, mais je pense qu'il faut dire que le système de Mobutu vers la fin, enfin pas vers la fin, mais dans les années 74, avait essayé de tout engloutir dans des projets, par exemple, les projets INGA. Ce projet a consommé beaucoup d'argent, sans compter aussi la gabégie familiale, le tribalisme. Hein, dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui disait oui, dans l'armée, on commençait à faire intervenir le tribalisme. Même la langue de commandement qui était le lingala avait changé. Donc, quand vous prenez la gabégie, vous prenez des projets qu'on appelle des éléphants qui ne servaient à rien, et vous prenez aussi la destruction de l'enseignement. N'oubliez pas, par exemple, qu'à un certain moment, quand on a officialisé le trafic du diamant, en Bujimaï, le lendemain, il n'y avait plus d'enseignants dans les écoles. Donc tout le monde, les enseignants sont partis chercher le diamant à l'école. Alors, quand vous voulez détruire une société, il n'y a pas une autre façon que de détruire l'enseignement. Et notre enseignement a été détruit depuis 1974. Et là, on voit bien que le niveau de l'enseignement a baissé, et sans compter aussi que nous-mêmes, quand nous avons hérité de l'enseignement que la Belgique avait laissé, nous n'avons pas essayé d'adapter l'enseignement. Parce que vous verrez très bien qu'il n'y a pas d'école intermédiaire. Hein? Des options qui, enfin, pour la maçonnerie n'existaient pas. Il y avait juste des sections générales, des humanités générales, de pédagogie, de scientifique, de littéraire. Mais toutes ces humanités ne conduisent pas à un développement. Je pense que si on voulait avoir un développement, nous aurions pu transformer des écoles techniques, comme il y en avait à Boma, comme il y en avait à Kassangoulou, comme il y en avait à Kikwit. Donc ces écoles-là auraient pu amener un développement. Par exemple, la boulangerie, c'est ce que la Corée du Sud a fait. Mais nous, on n'a pas fait ça. Effectivement. On pourra continuer prochainement. Oui, notre thème là, on continue prochainement parce que après, on a encore la deuxième partie. On va suivre avec Madame Justine pour la libération. Juste pour clôturer, par rapport au paradigme que j'ai énoncé ici, moi je demande pour la nouvelle République à bâtir qu'on pose des gestes qui puissent être des gestes qui montrent effectivement qu'on veut changer. Je demande personnellement que le centre-ville de Kinshasa, qui est un problème pour notre ville de Kinshasa, soit déplacé et qu'il revienne vraiment au centre de la ville, c'est-à-dire à Matongé. C'est-à-dire que les institutions soient plus proches de la population plutôt que d'être tellement loin, on ne sait même pas où tous les palais présidentiels du Congo, personne ne le voit, mais qu'ils soient près de la population et voilà, ne fût-ce que ces gestes-là, et que des communes comme Kisenso, comme Bumbu, comme Kingasani, comme les autres, toutes ces communes-là qui sont plutôt, comme Kisenso, qui sont délaissées, mais qu'on s'occupe enfin, qu'on sache que ce sont nos frères qui sont là-bas, qu'on puisse s'en occuper, qu'on puisse faire de ces communes des endroits de vie et non pas de ce qu'elles sont aujourd'hui, y compris les villages, que les villages soient désormais la priorité du gouvernement et non pas de voyages en Europe tout le temps inutilement. Donc qu'on puisse s'occuper de... On termine ici. Quelqu'un aurait dit, quand on parle du Congo, la majorité des intellos congolais parlent beaucoup plus. Mobutu est parti depuis 1997, donc belle excuse pour les Kabila aujourd'hui, belle excuse, ils ne font absolument rien, mais quand on dit, on parle toujours que c'est Mobutu, bientôt 20 ans,
Oui, je voulais revenir quand même assez rapidement sur un aspect par rapport au père de l'indépendance. Dire sincèrement, je préfère encore ces papas-là, peut-être avec quelques limites qu'ils avaient sur tout ça, mais je préfère de loin ces papas-là que ceux que je suis en train de voir maintenant, ceux que nous sommes en train d'assister. Je me dis, si c'était à refaire, ceux qui sont aujourd'hui en place, je crois que carrément ils auraient pris ce pays, ils auraient laissé ça au bout. Vous savez, c'est juste pour vous dire que, au-delà de tout ce que nous sommes en train de décrire, c'est vrai, comme défaillance, comme faiblesse, mais il y a une petite chose qu'il faut remercier ces gens, féliciter ces gens, ils avaient l'amour du pays. Ils avaient l'amour du pays. Ils avaient l'amour du pays, c'est votre amour de la paix. C'est la fin, non. C'est la fin, merci. C'est la fin. Mais excusez-moi, quand vous voyez les événements de 1969, où on tue des étudiants. On va continuer. On va continuer. C'est pas énorme comme ça. Merci. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir ce débat spécial 30 quand on tue les étudiants en 69, on vous promet, mercredi prochain, on pourra continuer. Merci à tous les professeurs d'avoir répondu. Ça n'a rien à voir avec Merci à M. Tolé Bovessé, parti unique. Merci au docteur Mamaï. Merci Jean-Baptiste Bokoto. Merci Abbé Pinepini. Nous sommes à la fin. Merci. Pasteur Bobo, excusez-moi.